Bonjour à tous et bienvenue pour ce live spécial consacré à la correction des épreuves de philosophie de ce bac 2013. Pour nous aider dans ces corrections et nous introduire à ces sujets, Jean-Jacques Sarfati, qui est enseignant de philosophie. Bonjour. Bonjour. Et donc pendant ce live, ces 25 prochaines minutes, on va s'intéresser plus spécifiquement au sujet de la série économique et sociale. Oui. Donc classique, deux sujets de dissertation et un commentaire de texte. On va évidemment rentrer plus en détail dans les sujets, les notions qu'on pouvait aborder et puis évidemment répondre aux questions des internautes. Ces sujets, donc on va déjà les rappeler. Que devons-nous à l'État? Premier sujet. Interprète-t-on à défaut de connaître? Deuxième sujet. Et puis un texte d'un auteur, Anselme, qui fait une articulation, si j'ai bien compris, entre liberté et vérité. Voilà, mais on y reviendra. Qu'est-ce qu'on peut dire de façon globale sur ces sujets? Est-ce que c'est des sujets classiques pour les séries économiques et sociales autour de l'État, autour de la connaissance? Alors, ce sont des sujets effectivement classiques, puisque les séries ES en général sont des séries qui se dessinent aux instituts d'études politiques ou aux études juridiques. Donc il y a toujours souvent en tout cas une dimension de philosophie politique, c'est le premier sujet, et il y a deux sujets, ce qu'on appelle en philosophie d'épistémologie, c'est-à-dire de philosophie des sciences. Donc de ce point de vue-là, ils sont classiques. Par contre, ils sont un petit peu difficiles, en tout cas pour les deux derniers, ils m'ont paru un peu difficiles. D'accord. Le premier est assez classique. Oui. Donc, globalement, vous pensez que c'est celui que les candidats auront plus choisi? Alors, d'après les échos que j'ai pu avoir, il semblerait que oui et non. C'est-à-dire que je pense qu'à mon avis, ils choisiront beaucoup le premier, reste un sujet classique pour eux, encore une fois, parce que c'est une question qui les intéresse, c'est une question politique qui les intéresse, et juridique, en tout cas, surface. Mais la surface, parfois, dit la vérité. Mais par contre, ils choisissent aussi souvent le texte parce qu'ils ont une sorte de peur terrifiante vis-à-vis de la philosophie. D'ailleurs, je voyais un article de presse récemment, il disait comment survivre à cette épreuve. C'est une véritable épreuve, en quelque sorte, je dirais que cette épreuve de philosophie. Et donc par crainte de ne pas survivre à cette épreuve, ils choisissent parfois le texte. Mais alors là, le texte m'a paru complexe et difficile, mais encore une fois, on peut choisir un sujet difficile et le réussir. Alors, justement, puisqu'on en parle, commençons par le plus difficile, qui est le commentaire de texte, puisque j'ai cette question de Maureen qui dit, voilà, j'ai choisi le commentaire de texte et je souhaiterais savoir si dire que la raison est à l'origine de la rectitude et que la rectitude influence la volonté, est-ce correct? Excusez-moi, vous pouvez répéter parce que là j'ai... Alors, voilà, elle souhaite savoir si dire que la raison est à l'origine de la rectitude et que la rectitude influence ensuite la volonté, est-ce que c'est une bonne façon de présenter ce texte? Oui, tout à fait. Je voudrais juste faire une parenthèse avant de répondre, parce que je pensais à ça pendant que vous me parliez. Dire que je trouve que les sujets sont pas difficiles n'est pas une manière de remettre en cause le travail de mes collègues qui ont fait c'est un travail très difficile que de choisir des sujets de philosophie. Voilà. Alors, juste pour... parce que c'est un sujet vraiment difficile. Mais il est vrai que... Alors, pour ce qui est... Anselme, c'est un auteur en plus très peu connu, très peu étudié. Bien, pourquoi avoir choisi Anselme, je ne sais pas. Alors donc par rapport à ça, c'est une bonne approche. C'est une bonne approche, effectivement. Le sujet tourne autour du rapport entre justesse et vérité. Donc elle a fait une approche intéressante. Mais alors encore une fois, là, il faudrait lire le travail, mais là je crois que c'est intéressant. Et elle note assez... ensuite elle dit, cependant je n'ai pas montré que la rectitude était opposée à la volonté. Est-ce que ça, c'était une erreur? Est-ce qu'il fallait forcément opposer ces deux notions? Moi, en tout cas, à la lecture du texte que j'ai pu faire, je ne les oppose pas. Je ne les oppose pas parce que c'est un texte très difficile, très difficile et qui suppose de saisir les nuances complexes de cette pensée. Peut-être très rapidement, comment je l'ai compris, de deux mots, comment j'ai pu le comprendre. Vous savez, il y a un grand débat en philosophie moderne, classique, qui est
un débat qui s'est déroulé entre Benjamin Constant, grand penseur d'ailleurs méconnu, à mon avis, et Emmanuel Kant, très connu pour le coup. Et Benjamin Constant avait écrit un texte dans lequel il reprochait à un philosophe allemand d'avoir soutenu qu'il fallait toujours dire la vérité, et même dans les cas les plus dramatiques. Et Benjamin Constant, c'était un homme qui avait connu la Révolution française. Et il avait notamment connu la terreur. Vous savez, 1793, c'est la terreur. La terreur, c'est ce moment où certaines personnes ont dû peut-être être obligées de dénoncer certains de leurs amis sous le prétexte qu'ils étaient aristocrates, puisque, en quelque sorte, à cette époque, on tuait les gens sous le seul prétexte qu'ils étaient aristocrates, en France. Donc, la question, justement, que Benjamin Constant s'était posée, c'était de savoir, par exemple, si j'ai un de mes amis qui est aristocrate et que le comité de salut public, par ses représentants, vient et me demande si cet ami est chez moi, est-ce que je veux dire la vérité? Benjamin Constant dit absolument pas. Et pourtant, certains soutiennent que oui. Kant, effrayé, va lui répondre en lui disant « Mais il faut toujours dire la vérité, parce que si on ne dit pas la vérité elle-même se corrompt. » Alors là, dans ce texte, Anselme, évidemment, c'est bien avant. Hein. Anselme, on est ici au XIIe siècle, mais donc au Moyen-Âge. Mais le Moyen-Âge est-il si lointain que ça? Bergson s'est souvent posé la question. Donc par rapport à ça, évidemment, Anselme, lui, ne se demande pas s'il faut toujours dire la vérité, mais il s'interroge quand même sur cette question. Il s'interroge sur ce fait de savoir est-ce qu'il faut toujours dire la vérité, et il prend un exemple. L'exemple d'une personne qui, en nous menaçant de mort, en quelque sorte, nous obligerait à mentir. Que ferions-nous dans ce cas-là? C'est imposer un cas de conscience, finalement. C'est un cas de conscience extrêmement radical. Vous parliez tout à l'heure de radicalité. Ici, nous sommes dans la radicalité la plus absolue. Et ce que veut dire ici Anselme, c'est que nous sommes toujours responsables de ce que nous faisons. C'est-à-dire que ce que ce texte veut dire, il veut nous signifier que quel que soit le choix que nous faisons, nous sommes responsables de ce choix. Alors, l'idée donc, la question de savoir justement entre la vie ou la vérité, que veut-il choisir? Mais Anselme, d'après la lecture que je fais de ce texte, très complexe, dit c'est à vous de choisir. Mais sachez que si vous faites tel ou tel choix, vous serez le responsable. Et il ne faut pas accuser, mais qui? Dieu, évidemment, puisque Anselme, c'est un saint. Il ne faut pas accuser Dieu ou les autres du choix que l'on a fait. Voilà. Donc c'est une dans ce débat des modernes, Anselme nous proposait une autre solution, mais totalement radicale. Anselme n'avait pas lu, évidemment, Freud ou Leibniz, qui nous ont enseigné qu'il n'y a pas ce que Anselme soutient ici, de liberté d'indifférence. Je ne sais pas si je suis trop complexe, c'est-à-dire une liberté d'indifférence, c'est-à-dire que parfois nous croyons choisir de nous-mêmes, alors que d'autres forces nous poussent. Élodie veut une confirmation de ce qu'elle pense. Elle dit finalement ce que vous dites là, dire la vérité est toujours mieux, mais nous expose à des dangers. Est-ce que c'est ça finalement? Mais dire la vérité, alors ici, bien sûr que c'est toujours mieux. Ça ne nous expose pas nécessairement à des dangers. Parfois, il vaut mieux dire la vérité. D'ailleurs, pour moi, la vérité, c'est un bien. Donc il vaut mieux la dire et on ne le dit pas assez. Vanessa qui posait une question au tout début de ce live, revenir sur les termes du texte. Elle n'entendait pas bien ce que voulait dire la rectitude. Alors si on peut... alors elle a raison. C'est une... Parce que là, on est dans un langage, effectivement, du XIIe siècle. De la scolastique, on est dans la scolastique, effectivement, médiévale. Alors, donc, elle fait effectivement le mot de rectitude apparaît à 2 reprises au moins, à trois reprises dans le texte. La rectitude, je crois qu'on peut l'interpréter ici comme le jugement juste, le jugement droit. Ici, évidemment, ce jugement, pour Anselme, appartient à Dieu. D'accord. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres éléments qu'on pouvait comme ça dégager de ce texte et mettre en perspective
Bien sûr, je crois qu'à mon avis, dans ce texte, Anselme, il y a un autre mot qui est très important, qui revient beaucoup, c'est le mot de volonté. Hein. Anselme rappelle que, lui aussi, encore une fois, autre référence à sa foi, Anselme pense que l'homme est doté d'un libre arbitre. S'il a un libre arbitre, cela signifie qu'il a la possibilité, d'ailleurs il le dit à la fin du texte, il a donc la possibilité de choisir. Il peut toujours choisir. Donc ce texte est d'ailleurs ici Anselme renvoie en quelque sorte aux stoïciens, d'un certain point de vue, l'homme, par sa volonté, peut en quelque sorte orienter sa vie, et ensuite, justement, le prix à payer. Le prix à payer pour lui, c'est qu'il doit assumer ses actes. Il doit assumer ses actes. Donc, s'il choisit de mentir, il doit l'assumer. Mais si, ce que je dirais ici, c'est que si, et là, d'un certain point de vue, on pourrait dire moi je le mettrais d'un certain point de vue ici peut-être plus du côté de Constant que de Kant, parce que si à un moment, parfois, la rectitude impose le mensonge, alors dans ces cas-là, le mensonge est, je dirais, droit. Alors, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Anselme, c'est un auteur qui est assez peu connu. Oui. Est-ce que les candidats risquent d'être pénalisés si jamais ils n'expliquent pas qui il était, s'ils ne rentrent pas dans une explication de... Eh bien, comme disent les politiques, c'est une excellente question et je vous remercie de m'avoir posé. Effectivement, c'est une très bonne question. Non, d'ailleurs, il y a une formule classique qui est en bas de la petite du texte, la connaissance de la doctrine de l'auteur n'est pas requise. Alors c'est vrai, choisir un auteur aussi peu connu et peu lu que Anselme pouvait faire l'objet de quelques interrogations. Mais en même temps, c'est vrai que ce que l'on ne demande pas aux élèves et aux futurs bacheliers de connaître les auteurs. On leur demande avant tout d'interpréter un texte et de le rendre et de le comprendre. Alors ici, de le comprendre évidemment, dans sa subtilité, et il n'était pas évident à comprendre dans sa subtilité, parce qu'en plus, il est extrêmement subtil. Alors, on a assez peu de temps, donc on va passer aux autres sujets. Je pense que le sujet 1, c'est là celui qui concentre le plus de questions. Que devons-nous à l'État? Alors, question de Milardi, qui dit qu'effectivement elle a pris ce sujet. L'État, dit-elle, nous a permis d'avoir des lois qui nous protègent et d'être en sécurité. Est-ce que c'était un aspect qu'il fallait développer dans ce sujet-là? Oui, tout à fait. C'est un aspect ici. Alors, que devons-nous à l'État? Moi, je crois que je l'entendrai ici. Quels sont nos devoirs envers l'État? Quels sont nos devoirs envers l'État? Donc, l'État nous accorde des droits, effectivement, comme le dit cette jeune fille. L'État nous accorde des droits. Donc, qui dit droit dit aussi devoir. Alors, quelle est l'étendue de nos devoirs envers l'État? C'est la question qui nous est posée. J'imagine que dans un premier temps, il fallait aussi définir ce qu'est l'État. Alors voilà, bien sûr. Donc c'est la grande question. C'est-à-dire ici, qu'est-ce qu'on appelle État? Est-ce qu'un État mafieux, c'est un État? C'est une question à se poser. Est-ce qu'un État corrompu, c'est un État? Est-ce qu'un État qui est dirigé par une bande de malfaiteurs, on a des devoirs envers lui? C'est une question. C'est une question que pose ce sujet. Parce que, encore une fois, le couple droit-devoir avance, en quelque sorte, en même temps. Donc, lorsque l'État, la question qu'on peut aussi comprendre derrière ce sujet, c'est lorsque l'État oublie ses droits, conservons-nous nos devoirs envers lui? Et là, ici, moi, j'ai tout de suite pensé à l'objecteur de conscience, par exemple, ici, et cette chanson magnifique de Boris Vian, vous savez, Monsieur le Président, je ne sais pas s'il est jeune encore, il n'écoute plus cette chanson, mais moi, c'est une chanson qui a bercé, je n'allais pas dire mon enfance, parce que je ne suis pas si vieux que ça, mais enfin, quelque part, une période importante de ma vie, par exemple, Monsieur le Président, je vous écris une lettre, etc., que vous lirez peut-être si vous avez le temps, etc., je ne veux pas partir à la guerre. C'est un peu ça, en quelque sorte, c'est-à-dire que lorsque l'État
Ici, c'était une chanson qui visait directement la guerre d'Algérie. Vous savez qu'on vient de l'apprendre, d'ailleurs je ne savais pas, on vient d'apprendre que 30 000 jeunes Français sont morts, en quelque sorte, en partant pour la guerre d'Algérie. Guerre dont aujourd'hui on reconnaît que c'est une guerre qui n'a pas été juste. Donc d'un certain point de vue, est-ce que justement lorsque un citoyen considère que son État s'engage dans une guerre injuste, est-ce qu'il se doit d'y aller? Notre droit, je suis un petit peu juriste aussi, donc c'est une question qui me préoccupe beaucoup, mais notre droit autorise l'objection de conscience. Il autorise parfaitement, ici, il nous donne ce droit. Il nous donne ce droit. Et même plus loin, notre État fait même devoir à un fonctionnaire de ne pas appliquer un ordre qu'il estime manifestement illicite. Donc presque il lui fait un devoir d'équité d'un certain point de vue. Mais d'un autre point de vue, donc cette question interrogeait aussi sur une histoire proche, malgré tout, qui est celle, par exemple, ici, de ce beau livre de Hannah Arendt, du procès Eichmann. Vous savez que Eichmann, c'était ce criminel de guerre nazi qui disait, pour sa défense, je n'ai fait qu'obéir. Voilà, je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Et à ce moment-là, justement, et d'ailleurs, Eichmann se revendiquer de la philosophie kantienne, en quelque sorte. Et donc, Hannah Arendt est interloquée par ce propos. Mais non, justement, lorsque l'État est devenu voyou, d'ailleurs, à ce propos, j'ouvre une petite parenthèse, il y a une très belle pièce de Bertolt Brecht qui raconte parfaitement ce qui s'appelle la vie d'Arturo Oui, je crois, enfin, précisément, mais qui raconte très bien que les nazis n'étaient en rien qu'une bande de mafieux, en quelque sorte. Donc, lorsque l'État est en quelque sorte phagocyté par une bande de mafieux, nous ne lui devons pas. Nous ne devons pas obéissance. D'ailleurs, c'est ce que fera un général bien connu lorsqu'il fera l'appel de demain, je crois. Le 18, tout à fait. Alors, je vais vous donner, Sissi nous donne son plan pour ce sujet 1, pour savoir si elle a été dans la bonne direction. Première partie, dit-elle, nous devons à l'État une cohésion sociale et l'unité des individus, ce qui permet de faire société. Deuxième partie, mais l'État est une contrainte de l'homme par l'homme. Et dernière partie, c'est par la contrainte de l'État que les hommes peuvent atteindre la liberté. Avec ce dégagement donc effectivement vers la liberté. Oui, c'est une approche très moderne, justement, de la conception d'État, et tout à fait intéressante. C'est vrai que pour les modernes, le concept d'État est un concept essentiellement moderne. Je dirais pour les anciens, c'était plus la cité auquel il faisait référence. Mais d'un certain point de vue, c'est vrai que les modernes ne pensaient pas la liberté sans droit, sans loi. Donc, le droit contient une part de contrainte, donc il y avait une piste intéressante. Bon, la question ici, c'est on peut peut-être aussi réinterroger la philosophie moderne, mais là, c'est peut-être pas ce qu'on leur demande. Alors, Jim demande, nous devons des choses à l'État, mais il nous en doit aussi, non? Alors, voilà, est-ce que ça, c'est des choses qu'on peut effectivement... Et alors, il nous en doit, mais absolument, puisque donc en quelque sorte, mais il nous en donne, puisqu'il nous donne des droits. Donc l'État nous donne des droits. L'État, je dirais, sa mission, c'est de nous donner des droits, avant tout. Mais il nous donne des droits, d'ailleurs, c'est ce que disait très bien une des internautes tout à l'heure. L'État nous donne, généreusement, beaucoup de choses, mais il nous les donne, en quelque sorte, en attendant un retour de notre part. Voilà, c'est un petit peu une sorte de donnant-donnant, en quelque sorte. Donc, absolument, l'État donne. Et la question est, lorsque l'État ne donne plus, ou ne donne pas, ou, en quelque sorte, donne la malfaisance, ce qui est arrivé, ma foi, parfois, eh bien, devons-nous lui donner le bien, en quelque sorte, en retour? C'est la question. Très bien. Est-ce que vous pouvez, par exemple, proposer, vous, quel est le plan que vous auriez fait, même si on sait qu'il n'est pas à copier-coller voilà, directement comme ça, mais puisqu'il n'y avait pas de plan vraiment qui se dégageait forcément de ce sujet, il n'articule pas il ne met pas en opposition de choses, que devons-nous à l'État. Donc, qu'est-ce que vous auriez proposé?
Moi, ce que j'aurais proposé, là, vraiment, c'est je me serais placé sur la préoccupation contemporaine des philosophes politiques et des philosophes du droit. Aujourd'hui, les philosophes politiques et les philosophes du droit ont centré leur réflexion sur la notion de justice. Pourquoi? Il serait peut-être un petit peu, je n'ai peut-être pas le temps de développer ce sujet, mais rapidement parce qu'il y a la question du peuple ici qui interpelle. Nous n'avons plus du tout la même conception que les modernes avaient de la notion de peuple. Donc, puisque cette question de peuple fait problème dans la relation à la question d'État, on articule, on pense aujourd'hui la notion d'État avec celle de justice, donc de droit. Donc, je pense, moi j'aurais axé ma réflexion sur la question de l'appréciation du citoyen par rapport à l'État juste ou pas. Parce qu'après tout, si un citoyen de lui-même se dit l'État est injuste, et si un groupe de citoyens ou une faction considère que quelque part, eh bien, ce que fait l'État est mafieux, alors à ce moment-là, il s'octroie tous les droits. Et là, autre danger, en quelque sorte, parce que après tout, est-ce qu'un citoyen ou un groupe de citoyens peut-il aussi facilement de lui-même considérer que l'État est mafieux? Donc c'est une question, moi je dirais que j'aurais axé autour de ça. Donc je crois qu'une des manières possibles de résoudre ce qu'on appelle l'aporie en philosophie, c'est-à-dire l'impasse, la difficulté, à savoir, en quelque sorte, un État injuste, je ne dois rien, mais qui suis-je après tout, moi, pour juger l'État? Je crois qu'il y a d'abord la question des principes. C'est-à-dire, si un État n'est pas juste dans ses principes déjà, nous ne lui devons pas obéissance. Mais alors, autre question, que se passe-t-il lorsque, en quelque sorte, les principes sont justes, mais la pratique ne l'est pas? Lorsqu'il y a un décalage entre la pratique, entre le dire et le faire, en quelque sorte, entre la parole et les actes. Ah, c'est compliqué. Là aussi, il faut s'en référer au jugement. Alors, John Rawls, qui est un philosophe assez connu aujourd'hui, notamment de ceux qui se préparent à Sciences Po, mais également aux élèves de ES, justement, ils devraient le connaître, en principe ils le connaissent, leur professeur et de philosophie et de sciences économiques, on parlait de cet auteur. John Rawls propose une définition de la justice comme étant en quelque sorte un État qui donne une égalité de chance à chacun et qui permet la liberté en acte. Donc moi j'aurais essayé, je serais parti de cette question-là, hein, voyez, c'est-à-dire ici cette question de se demander que se passe-t-il lorsqu'un État a oublié ou ne peut plus réaliser cette égalité des chances, mais je dirais non seulement dans son dire, mais dans son faire. Alors que faire? Que faire en quelque sorte? Alors il peut se poser ici, il peut advenir que l'État en lui-même ait cette volonté, mais qu'un petit peu plus bas, en quelque sorte, cette volonté ne soit pas appliquée. Qu'il y ait un décalage, non plus entre le dire et le faire, mais entre la volonté d'un gouvernement, par exemple, et d'une administration. Alors comment faire? Alors il existe, par exemple, dans notre pays, ce qu'on appelle le droit administratif. Le droit administratif est un moyen d'agir lorsque un agent public n'applique pas la volonté de l'État. Oui, mais le problème ici, est-ce que le droit peut tout résoudre? C'est encore une autre difficulté. Nous savons, nous, philosophes, que le droit peut résoudre beaucoup de problèmes, mais qu'il ne résout pas tous les problèmes. Alors, c'est bien, on a pu rentrer un petit peu plus dans le détail de ce sujet. Il nous reste du coup 2-3 minutes pour évoquer le dernier sujet qui était « Interprète-t-on à défaut de connaître ?» Et c'est un sujet que Astrid a décidé de prendre et elle se demande s'il fallait… Enfin, elle a mentionné… finalement, les apparences, faut-il se fier aux apparences ou au contraire ne pas s'y fier dans la connaissance des gens? Voilà. Est-ce que c'était quelque chose qu'il fallait mentionner et quels pouvaient être les éléments qu'on pouvait mentionner à ce sujet? Alors, c'est une piste d'approche, mais encore une fois, il faut répondre à la question. Le premier des devoirs, je viens de parler des devoirs des citoyens, le premier des devoirs des citoyens, c'est quand on lui pose une question, d'y répondre. Et que si parfois il doit mentir, éventuellement, que la rectitude l'oblige
à le faire peut-être, mais je dirais que c'est d'avant tout son premier devoir. Donc je dirais que le devoir ici, c'était de répondre à la question posée. Alors on peut répondre en abordant cette piste, parce qu'effectivement, souvent, je dirais, l'autre ne nous offre que l'apparence. Donc comme il nous offre que l'apparence, nous sommes bien obligés d'interpréter à partir de cette apparence qu'il nous offre. Donc Astrid, c'est Astrid, c'est ça? C'est ça. Donc Astrid a eu raison. On peut partir de, d'ailleurs on part souvent de ce qui apparaît pour essayer de l'apparaître, pour découvrir l'être, en quelque sorte. Finalement c'est ça le fait d'interpréter. L'interpréter c'est, je dirais, partir de l'apparaître pour essayer de découvrir l'être, et de le garder si possible. Et donc autour de ce sujet, si on devait creuser un petit peu en quelques secondes, autour de la connaissance. Alors c'est un sujet très difficile, enfin moi qui est même très difficile, et que j'ai trouvé extrêmement difficile à traiter et à penser. On peut faire de belles choses malgré tout sur ce sujet, hein. On peut produire de très belles, un très beau travail, mais une des pistes possibles, c'est la raison, interroger la raison d'être de l'interprétation. Pourquoi interprète-t-on? Est-ce que nous interprétons parce que nous ne pouvons pas connaître? Voilà ici la question. Est-ce que l'interprétation, vous savez que l'art d'interprétation c'est l'herméneutique, est-ce que l'herméneutique est un savoir manquant? Voilà ici le sujet. Alors pourquoi cette question est-elle posée? Parce que pour savoir, nous avons deux pistes en quelque sorte. Au moins deux, je dirais, au moins deux. Soit analyser, et à ce moment-là, analyser, ça signifie en quelque sorte essayer de décomposer ce qui est complexe pour essayer d'en déterminer les parts qui composent cette complexité. Ça, c'est l'analyse. L'analyse est une opération essentiellement logique. Essentiellement logique, qui implique un travail en profondeur de découpage. L'analyse, oui, là c'est une question, mais la question d'analyse, c'est une approche possible de connaissance, mais il y en a donc une autre qui est l'interprétation. L'interprétation suggère ici que la vérité nous est déjà donnée, elle est voilée, je disais tout à l'heure, elle part sous un voile, et elle requiert de nous un acte de mise en quelque sorte. Moi je dirais interpréter, c'est souvent un peu faire vivre. On parlait tout à l'heure en coulisses, une sorte de Sarah Vaughan, qui est une belle interprète, voilà une belle interprète, une grande interprète, quelque sorte, qui m'avait demandé de chanter, si je pouvais chanter cette chanson, évidemment, je ne pourrais pas, je suis un bien piètre interprète, mais en quelque sorte, vous avez ce texte, vous savez, ce texte magnifique de cette chanson, eh bien, cette interprète grandiose qui est Sarah Vaughan, en quelque sorte, le fait vivre. C'est ça, interpréter, c'est faire vivre. Moi, je dirais, c'est mettre à la verticale ce qui n'est qu'à l'horizontale. Très bien. Ben, je vous remercie, Jean-Jacques Sarfati, pour ces éléments. Évidemment, on n'a pas pu tout dire, tout mentionner. Ça reste partiel. On retrouve vos corrigés en ligne sur le site de Banque Exam. Et puis, merci donc à vous pour toutes ces explications. Merci à vous.